Alors bonjour Loïc, merci déjà de m'accueillir pour cette interview. Pour commencer, est-ce que tu pourrais me donner un petit peu un aperçu de Gestion Sport et de ses principales activités? Alors, Gestion Sport, c'est un logiciel de gestion pour les clubs de sport. Donc d'un côté, on équipe le club avec le logiciel de gestion pour que le dirigeant puisse faciliter un petit peu plus son quotidien et automatiser des tâches. Et de l'autre côté, on crée l'application mobile pour que les joueurs ou les pratiquants, en tout cas dans les clubs de sport, puissent prendre leur abonnement, réserver un terrain et faire tout un tas d'activités sur le téléphone. Comme ça, ils sont autonomes et donc du coup, ça simplifie encore le travail du dirigeant. Et de l'autre côté, on a une deuxième filière aussi qui est d'accompagner les porteurs de projets de paddle dans le développement de leur projet jusqu'à la concrétisation, c'est-à-dire l'ouverture de leur club de paddle. D'accord. Comment vous avez commencé dans le domaine du sport et plus spécifiquement dans le domaine du paddle? Alors j'ai la chance d'être né dans un club familial, donc j'ai mes grands-parents qui ont construit ce club. J'étais jeune joueur d'abord et puis après prof de tennis, donc je suis monté 4-6 au tennis. Et j'ai arrêté le tennis pour jouer au squash. Et ensuite, derrière, naturellement, on a monté un premier terrain de paddle en 2012 au MAS. Et c'est un petit peu comme ça que j'ai mis les pieds dans le monde du paddle. Je suis devenu prof de paddle, donc j'ai travaillé pendant plus de 10 ans au MAS en tant que prof de paddle. Et puis j'ai fait aussi pas mal de tournois, parce que j'étais monté 35 Français. Et en fin de compte, j'ai découvert un petit peu les différentes structures qui commençaient à se monter au fur et à mesure. J'ai commencé à en accompagner certaines, et donc petit à petit, les choses se sont faites naturellement. Alors on va parler un petit peu de l'historique du paddle en France. C'est quoi votre point de vue aujourd'hui sur l'évolution du paddle au cours des dernières années en France? Vous avez dit qu'au MAS le premier terrain c'était en 2012. Aujourd'hui on a vu qu'il y a une grosse évolution. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors c'est un marché, c'est assez particulier. Je suis partagé entre deux aspects. Le premier aspect, c'est que c'est un marché qui se développe super bien, mais pas assez vite à mon goût. Et en même temps, il y a des mauvaises et des bonnes raisons. C'est que le fait que le paddle soit intégré à la Fédé de tennis, au départ, ils n'avaient pas les compétences pour gérer le sport, ils en avaient même peur, donc du coup, ça s'est développé très lentement au départ. Maintenant, ils ont pris conscience quand même que le paddle était quand même un beau bébé qu'il fallait bien élever et bien faire grandir. Donc du coup, les choses s'accélèrent, ils organisent un tournoi à Roland-Garros, ils organisent quand même pas mal d'événements. Et donc du coup, la croissance commence à s'accélérer. Le problème, c'est qu'on a pris beaucoup de retard par rapport aux autres pays. Donc en fait, on a l'impression aujourd'hui qu'en France, le paddle cartonne, alors qu'on est à environ 2500 terrains. Quand on voit l'Italie où il y en a plus de 8000, l'Espagne où il y en a plus de 15 000, ou même la Suède où il y en a plus de 12 000, c'est quand même, on est encore très très loin. Donc ça commence à se développer, il y a des opportunités à saisir et il faut les saisir à mon avis. Du coup, quels ont été selon vous les moments clés du développement du paddle en France? Vous avez parlé un petit peu de cette prise de conscience de la fédération. Est-ce que ça c'est vraiment le tournant principal? Alors le moment clé, il y en a peu qui le savent parce qu'en 2012, il y en a peu qui connaissaient le paddle. Mais en 2012, quand Thomas à Perpignan, on a construit le premier terrain de paddle, il y avait la Fédération française de paddle qui existait et la Ligue nationale de paddle qui existait. Donc il y a eu déjà des premiers échanges, on va dire, juridiques pour qu'il y en ait un des deux qui l'emporte sur l'autre, entre guillemets. Et ensuite, du coup, la Ligue nationale ayant remporté, on va dire, la reconnaissance de la Fédération internationale, a cédé ensuite la gestion à la Fédé de tennis. Donc ça, c'est une première date qui était super importante. On était sur du 2013 ou 2014 exactement. Et puis ensuite, il y a d'autres dates qui sont venues se greffer. C'est les ouvertures de certains clubs assez importants. Le Toulouse Paddle Club en 2015, parce que forcément à Toulouse, une ville où il n'y avait pas de paddle, où il y en avait un à Blagnac, en béton. Donc là, le fait d'ouverture du premier complexe, on va dire économique et privé sur Toulouse, ça a été quand même une jolie date. Le fait qu'il y ait un club aussi qui se soit ouvert sur Aix-en-Provence, sur Paris, ça a commencé à se développer dans des grosses villes. À Lyon aussi, avec Esprit Paddle, c'était quand même les premiers clubs référents, qu'ils sont toujours d'ailleurs. Et donc ça a donné beaucoup d'élan après sur des entrepreneurs qui ont envie d'investir dans ce milieu. Donc pour moi, les dates principales, ce sont celles-là. Après, il y a d'autres dates qui viennent se greffer, mais qui sont un peu plus sur la scène internationale. Les Qataris qui rachètent le World Paddle Tour, Roland Garros qui organise un tournoi de paddle. Donc il y a quand même des événements clés. Il faudrait peut-être les retracer, les reprendre un par un, mais ça montre en quelque sorte que il y a vraiment un marché du paddle qui s'installe. Il y a beaucoup de marques de luxe qui commencent à se concentrer. Par exemple, il y a Lamborghini qui a sorti une raquette de paddle. Et derrière, eh bien, il va y avoir encore, à mon avis, pas mal de choses qui vont se passer. Donc il y a des opportunités à saisir. Pour rentrer un petit peu plus dans le sujet gestion sport et dans votre logiciel, aujourd'hui, comment un logiciel comme Gestion Sport peut contribuer au développement des clubs de paddle? Alors, Gestion Sport, ça contribue en aidant le dirigeant. C'est-à-dire que nous, on a cette casquette. Le but, c'est qu'en fait, ça leur fasse gagner du temps.
gagner du temps, alors ça paraît pour toi par exemple, ça te paraît évident parce que la réservation en ligne sur une application ou autre c'est quelque chose, mais gagner du temps c'est que le téléphone il sonne toutes les minutes s'il n'y a pas d'application mobile aujourd'hui. Les gens appellent pour plein de choses. Donc gagner ce temps-là, ça permet aux dirigeants non pas de partir en vacances, mais ça lui permet de faire autre chose de sa journée. Et donc par rapport à ces autres actions, il va pouvoir mieux entretenir le club, il va pouvoir mieux recevoir ses joueurs ou ses clients, passer un petit peu plus de temps à discuter. Et en fait l'idée de Gestion Sport, c'est de mettre de la technologie pour retrouver en fait ce lien social dans un club. Parce que le but du club, c'est pas de tout automatiser pour que ce soit une machine ou un distributeur à boissons, quoi. C'est qu'en fin de compte, les gens puissent venir au club après le boulot pour retrouver des copains, pour passer un bon moment, pour parler d'une passion, et non pas d'aller vraiment dans un endroit où ils vont consommer et partir. Donc le Gestion Sport, c'est vraiment de la technologie au service du social en quelque sorte. D'accord. Et au-delà de ça, donc tu nous parles beaucoup du MAS. Combien il y a vous êtes partenaire de combien de clubs aujourd'hui en France? Que ce soit paddle, on sait que vous faites paddle, aussi des clubs de five. Vous faites pas que le paddle. Non, on fait plus de 50 sports aujourd'hui. Okay. Donc c'est pas que du paddle et du five. On a l'expertise dans le monde de la raquette évidemment. Mais on bosse avec du foot 5, de l'escalade, de l'équitation, on fait de la pêche même. On fait plein de trucs, plein de sports. Aujourd'hui, je compte plus, mais on doit avoir dépassé les 200 clubs à peu près. D'accord, donc 200 clubs sur toute la France. Sur toute la France et même un peu aussi sur des pays francophones, donc Belgique, Canada, Luxembourg, Maroc, Tunisie, donc pas mal de pays d'Afrique aussi qui se développent aussi. Alors évidemment, avec du paddle, on a cette casquette logiciel paddle, mais sur les complexes sportifs, du coup, on peut largement les équiper. D'accord. Concernant un petit peu plus la FFT, du coup, pour vous, c'est quoi le rôle actuel de la FFT sur le développement du paddle, au-delà du tournoi de Roland Garros, donc, qui a été créé il y a 2 ans, je crois. Qu'est-ce qu'apporte la FFT au développement du paddle aujourd'hui? Alors la FFT, elle permet d'organiser le développement du paddle. Ça c'est top, c'est ce qu'on attendait d'elle au départ. Elle ne le faisait pas très bien au départ. Ça a pris du temps. Il y a des passionnés aussi qui se sont mis au bureau et donc du coup qui développent les choses. Donc d'un côté, elle organise tout le circuit, toute la compétition pour que ça se passe plutôt bien, on va dire, dans tous les clubs et en France. Maintenant pour moi, la Fédé, elle doit faire un peu plus que ça, c'est-à-dire qu'elle doit être aussi au service des clubs. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est plutôt les clubs qui sont au service de la Fédé que l'inverse. Donc le jour où, je pense qu'ils l'ont compris, il n'y a que des personnes intelligentes à la Fédé, mais le jour où ils auront trouvé la bonne méthode pour se mettre au service des clubs, je pense qu'à ce moment-là, à la fois le paddle explosera, mais il y aura aussi le tennis qui explosera, parce que se mettre au service des clubs, pas que de paddle, il y a aussi se mettre au service des clubs de tennis. Et donc du coup, à ce moment-là, je pense que la Fédé elle sera encore plus importante. Et justement, on avait eu une petite discussion avec Alain Henry qui disait que l'importance de la fédération, c'était vraiment de comprendre les enjeux des clubs privés et qu'aujourd'hui, c'était pas assez le cas, que c'était vraiment, elle leur demandait juste d'organiser les tournois, quoi. Donc c'est vraiment cette collaboration-là qui, pour vous, fera le bénéfice du paddle. Si tu veux, pour moi, c'est le mot que tout le monde utilise aujourd'hui, mais c'est une forme de discrimination. C'est-à-dire qu'en fait, la Fédé ne devrait pas, selon moi, faire la différence entre un club associatif ou un club privé. C'est un club qui développe le sport qu'elle porte dans son enceinte, donc du coup, elle doit être impartiale là-dessus. Pour moi, il y a cette forme un petit peu de discrimination, c'est qu'elle va plutôt répondre ou en tout cas aider ou solutionner des clubs associatifs ou municipaux plutôt que des clubs privés, alors que les clubs privés ont l'énergie, la compétence, les moyens de pouvoir faire vraiment développer les choses. Aujourd'hui, dans le monde du paddle, on a quand même beaucoup de structures privées qui développent le paddle. Je pense que la Fédé est quand même contente et satisfaite que le paddle se développe grâce aux structures privées. Maintenant, il faut que les privés aussi puissent justement se servir de l'outil de la Fédé. La Fédé, il faut que ce soit un outil que n'importe quel club peut utiliser et non pas la Fédé qui va utiliser des clubs qui sont des outils. Voilà un petit peu ma vision des choses. Du coup, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous étiez 35e joueur français de paddle. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la FFT elle apporte assez de soutien aux joueurs et pourquoi? Sur la compétition de haut niveau, pour moi, la Fédé, elle apporte un cadre à la compétition et c'est très bien. Et ça s'arrête là. Et je pense que c'est très bien aussi. C'est-à-dire que
personne n'a forcé les joueurs pros d'être joueurs pros et personne ne forcera la Fédé à aider les joueurs pros. Évidemment, il y a une équipe de France, évidemment qu'il y a des équipes jeunes et tout ça, il y a une organisation qui se met en place, mais après un joueur pro, c'est selon moi à lui d'aller se trouver des sponsors, d'aller se trouver une organisation et de gérer sa carrière. Ça le concerne à lui. Donc la Fédé, elle doit éventuellement, comme pour les clubs, mettre à disposition des outils pour les joueurs pros. Il peut y avoir des entreprises qui peuvent être concernées pour aider les joueurs pros, faire quelque chose comme ça. Maintenant, il ne faut pas non plus rendre les joueurs pros dépendants de la Fédé, parce que sinon, ça va faire un petit peu comme dans le tennis, c'est que les joueurs pros, ils vont attendre que la Fédé fasse pour eux, et pendant ce temps, ils ne se bougent pas pour être bons dans leur carrière. Au niveau de la fédération propre du coup, de paddle, selon vous, ce serait quoi les principaux avantages et inconvénients si aujourd'hui il y avait une fédération française de paddle qui se créait? Si aujourd'hui il y a une fédération qui se crée, je pense que ça ne pourra plus exister. Ça aurait pu arriver il y a quelques années. Aujourd'hui, la Fédé, elle a tellement pris le bébé sous son aile, la Fédé de tennis, qu'aujourd'hui ça appartient à la Fédé. Bravo la Fédé pour cette action-là. Et comme la Fédé s'en occupe en plus, il n'y aura aucun moyen demain d'avoir une fédération qui va se développer. Maintenant, la Fédé, là où elle doit rester vigilante, c'est que si elle ne s'occupe pas des structures privées comme elle le devrait, eh bien, les privés, à un moment donné, alors il y a déjà eu des tentatives, mais ça arrivera, il va y avoir un privé, un peu comme le circuit de Monaco, la 1 paddle, va se mettre en place et les clubs de privés vont se mettre en circuit fermé et vont faire leur propre compétition, leur propre réseau, leur propre licence. Bon, ça serait dommage d'en arriver là et c'est pour cette raison-là que je crois en tout cas que la Fédé va s'ouvrir et elle a tout intérêt à s'ouvrir. Ce sont les clubs privés qui ont le plus de joueurs, qui font des licences, qui font aujourd'hui pas mal d'événements, donc il y a quand même un bel intérêt. Donc pour moi, la fédération de paddle demain, il n'y en aura pas. Concernant du coup le futur du paddle, c'est quoi selon vous les principales opportunités de croissance du paddle en France dans les 5-10 prochaines années? Alors ça c'est une bonne question. On voit en fait les tendances, c'est-à-dire qu'au départ la seule croissance qu'il y avait c'était la compétition. Il y avait des tournois qui s'organisaient tous les jours, ça s'est bien développé. Ensuite on commence à voir tout doucement qu'il y a des événements qui s'organisent en France, alors sur des places publiques, dans certains clubs, il y a des gros tournois qui commencent à arriver, il y a Roland-Garros. Donc là on a une deuxième partie un petit peu plus, on va dire, on reste toujours dans la compétition mais de haut niveau et de spectacle. La troisième filière qui va arriver à mon sens, qui est déjà arrivée, ça va plutôt être le monde de l'entreprise et de développer des entreprises, de développer des compétitions inter-entreprises pour garder, on va dire, cette économie-là et de développer cette filière ou cette branche-là. Voilà. Après, si ça va encore continuer d'évoluer, je pense qu'il va y avoir des formats de jeux différents, des règles de jeu, du high-tech qui va arriver un petit peu plus de la technologie dans ce sport, qui va faire qu'au-delà d'être un sport social, au-delà d'être un sport d'entreprise aussi, du coup, il y aura aussi un sport un petit peu plus technologique. Et c'est quoi du coup les défis qui doivent être surmontés pour qu'on atteigne une plus grande popularité du paddle en France? Aujourd'hui on sait qu'il y a par exemple le fait qu'il y ait des célébrités qui jouent, ça apporte le poids. C'est diffusé aussi sur Canal+, on a des journées entières presque de paddle sur Canal. Est-ce qu'il y a encore des choses à développer pour que le grand public puisse vraiment jouer au paddle? Les événements, j'avais fait un sondage là-dessus et les gens attendent, pour la plupart, plus de 40%, c'était on veut plus d'événements en France. Alors quand il y a des tournois qui sont organisés, c'est déjà très bien. Quand il y a des événements qui sont organisés, on a Robin Aziza qui organise des événements sur la Côte d'Azur ou qui a organisé déjà des gros tournois aussi. Donc c'est un acteur qui contribue au développement du paddle. Quand on a Cyril Hanouna qui parle de paddle sur C8 en prime time, qui fait venir Adrien Maigret et d'autres joueurs aussi, il fait quoi qu'il arrive la promotion et c'est top. Alors quand en plus il se déplace dans les tournois, on voit que ça bouge dans tous les sens et c'est top aussi. Et franchement, on peut pas dénigrer ça. C'est juste extraordinaire comme image qui véhicule pour le sport. Maintenant, après, il va falloir aussi qu'il y ait d'autres idées. Alors ça peut être évidemment Canal+, qui va diffuser de la compétition. Il va falloir qu'il y ait aussi d'autres concepts. Il y a des marques qui commencent à se lancer, qui organisent des événements sur la plage, qui font des petits événements comme ça. Donc le but du jeu, c'est d'en arriver à un stade où il y a des célébrités qui se mettent en place. Zidane, avec qui d'ailleurs nous on travaille en équipe C3 Centre, Gaël Givet qui ouvre son club récemment, et d'autres sportifs de haut niveau, des youtubeurs, des comiques, tout le monde commence à s'y mettre et donc forcément ça crée buzz sur buzz. Je trouve qu'il n'y a pas mieux pour pouvoir promouvoir ce sport quand même. Du coup, vous avez tout à l'heure parlé des technologies, pardon. Est-ce que vous pensez que l'évolution des technologies en gestion sportive peuvent avoir un impact sur le développement du paddle?
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit de par les logiciels ou des technologies dont on n'a peut-être pas encore l'idée, mais est-ce que vous, en étant acteur et un logiciel, vous savez qu'il y a des petites choses qui sont en prémisse et qui pourraient aider vraiment à développer? Il y a des trucs de fous qui vont arriver, ça c'est sûr. Après, parce qu'on a l'occasion d'être évidemment dans ce milieu-là. Maintenant, après, dans le développement d'un club, déjà, au bout d'un moment, on atteint une limite parce que il peut y avoir des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles problématiques et donc des solutions qui sont apportées, mais ça va rester quand même assez cohérent, on va dire. Maintenant, après, sur le paddle en lui-même, il y a des trucs de fou qui arrivent. Il y a des analyses vidéo, des règles aussi qui peuvent changer. Il peut y avoir aussi, il y a le niveau aussi physique quand même qui est monstrueux. Quand on voit les joueurs de paddle, on se dit c'est bon, ils sont à 2 contre 2, mais physiquement les mecs sont des machines de guerre et ont des programmes d'entraînement qui sont ultra modernes, même par rapport à des joueurs de tennis. C'est des athlètes de haut niveau, mais franchement c'est magique. Tout à l'heure on parlait de Pogacar. Ouais, ils ont des programmes de nutrition, tout ça. Donc il y a tout qui vient se greffer autour du joueur de haut niveau. Il y a de la technologie, oui, mais même si ça reste magnifique, ça va au bout d'un moment se calmer. Après, il y a des entreprises qui sont dans l'IA, qui font de l'analyse de data par rapport aux statistiques de tes coups droits, de tes revers, de ton placement, qui va te dire à la fin de ton match où est-ce qu'il faut que tu améliores ton jeu. Donc ça arrive, c'est top. Maintenant, voilà, ça sera peut-être pas accessible à tout le monde dans un premier temps, ça sera peut-être cher dans un deuxième temps, ça sera un peu plus accessible d'ici 5-10 ans. Ce qui ressemble un petit peu au sport américain. On sait que dans le basket, par exemple, toutes les données sont calculées, les positions de shoot ou défense. Ouais, c'est ça, c'est de la data. Et la data qui est récupérée pour les pros, là, ça commence à arriver pour du paddle. Mais c'est merdique parce que sur un terrain de rugby, on va dire, on peut tout visualiser. Alors que là, il y a du relief, il y a de la 3D au paddle, quoi. Ça, en haut, en bas, à droite, à gauche, joueur 1, joueur 2. Puis il y a une interprétation aussi de la balle. Qui a pris la balle au milieu, qui devait la prendre. Les joueurs des fois changent de zone, c'est le bordel sur le terrain de paddle des fois, donc du coup il faut que les logiciels puissent capter ça. Et donc à ce moment-là, du coup, il n'y a pas de capteur sur les joueurs par exemple encore au paddle. Pourquoi demain on ne pourrait pas mettre des capteurs sur les joueurs pour récupérer certaines informations? Donc la data va arriver, c'est sûr. Après, il faut toujours qu'il y ait une utilité à ce qui va arriver. S'il n'y a pas d'utilité, ça passera un peu à côté. Et du coup, on va conclure en parlant plus précisément de gestion sport. Aujourd'hui, de tous les retours que vous avez des différents clubs, c'est quoi les nouveautés que vous prévoyez ou que vous aimeriez travailler? C'est quoi l'avenir de gestion sport? Alors, l'avenir de gestion sport, il y a des choses qui sont confidentielles, parce que forcément, c'est une course à la technologie aussi, et donc du coup, il y a des choses qui vont révolutionner un petit peu les clubs dans très peu de temps. Là par contre sur ce qu'on travaille sur une nouvelle interface, une nouvelle application mobile qui va voir le jour à la rentrée, qui va être beaucoup plus moderne, beaucoup plus fluide et qui va avoir des optimisations assez intéressantes pour les joueurs et pour les dirigeants. Et ensuite on travaille aussi sur des améliorations ou des modules qui vont simplifier évidemment toute la partie économique du club, notamment la gestion des comités d'entreprise, pour qu'un club puisse solliciter toutes les entreprises de son département ou de sa région et qu'il puisse simplement gérer cela sans qu'il y ait pour le coup des tickets, du papier. On est en plein dans l'écologie en plus, donc c'est hyper important. Et pour que ça soit encore une fois simple pour le dirigeant de générer du chiffre d'affaires. Et un dirigeant qui génère du chiffre d'affaires, c'est pas un gros mot. S'il génère du chiffre d'affaires, il va pouvoir améliorer sa structure et la faire grandir. Et donc comme il peut la faire grandir, il va apporter de la qualité et donc les clubs de paddle de façon générale vont être de plus en plus qualitatifs. Ça c'est un petit peu notre mission. Et donc je ne réponds pas tout à fait à ta question, mais par contre je réponds dans le sens où on va tendre vers une qualité des clubs et rendre les clubs, on va dire normaux, un peu plus premium dans les services qu'ils vont proposer s'ils arrivent à générer plus de chiffre d'affaires. Et sur la partie aussi accompagnement, aujourd'hui, vous nous avez expliqué que vous aidez aussi les personnes qui ont un projet à le développer. Aujourd'hui, par exemple, sur une année, combien de personnes vous sollicitez environ pour voir un petit peu la grandeur? Est-ce que ça a évolué? Alors, sur la partie accompagnement, on a un site qui s'appelle projetpaddle.fr, on ne peut pas faire plus simple, sur lequel n'importe quelle personne qui a une idée de projet de paddle peut aller télécharger soit un business plan, soit peut faire aussi 1 heure de consulting avec moi, où pendant 1 heure, je vais en fin de compte lui partager un petit peu tout ce qu'il attend dans la création de son projet jusqu'à l'ouverture et même jusqu'à la gestion ensuite. Pendant 1 heure, on balaye vraiment tout ça de façon assez généraliste, mais à la fin de l'heure, la personne elle sait à quoi s'attendre et elle sait si elle doit partir dans ce projet ou s'il vaut mieux qu'elle ne fasse rien. Et ensuite derrière, je propose d'autres formules de consulting, 3 heures, 6 heures, 1 journée en immersion au MAS, ou alors aussi après derrière, je peux aussi m'associer
avec le porteur de projet pour l'accompagner vraiment de A à Z et même après l'ouverture aussi, être, on va dire, le consultant du club pour qu'il puisse bien mettre toutes les chances de son côté pour développer une structure moderne et conviviale. Et du coup, par rapport à ça, aujourd'hui, vous nous avez dit qu'il y avait 2500 clubs. Ouais. 200 clubs. Nous, on travaille avec 200 clubs. Vous, 200 clubs, mais en France, il y en a 2500. En France, il y a 2500 terrains. On est à peu près à 800 clubs de paddle en France. Ok, donc du coup, est-ce que c'est réaliste de se dire qu'il faut viser comme l'Italie les 11 000 ou les 15 000 comme en Espagne? Ou est-ce que pour vous, ça va être une stratégie un petit peu différente? Alors sur la stratégie, on ne peut pas deviner. Il y a énormément de projets de paddle qui se mettent en place. Dans toutes les villes, il y a plusieurs projets qui sont en cours. Après, c'est celui qui se réalisera le premier qui calmera entre guillemets les autres. Il y a un avantage, ce qui est assez intéressant, c'est que si la fédération française de tennis a pris du temps avant de développer le paddle et de le considérer vraiment comme un sport à part entière, c'est peut-être aussi une bonne chose parce que du coup, elle a freiné l'évolution au départ. Et donc du coup, à la place d'exploser comme en Italie ou en Suède et peut-être se retrouver demain avec une demande qui est inférieure à l'offre, ça pourrait être problématique. Eh bien, en France, et de toute façon on fonctionne un peu comme ça, c'est qu'on y va doucement mais sûrement, et donc du coup ça va se développer progressivement mais de façon assez sereine. Donc, toutes les structures qui vont se monter seront cohérentes et vont pouvoir plutôt bien fonctionner. Donc on n'arrivera pas rapidement à 8000 terrains de paddle ou à 16 000, par contre on n'aura que des clubs qui vont être cohérents dans leur montage, qui auront le bon nombre de terrains, qui seront proportionnés par rapport à leur ville. Voilà. Et le jour où on arrivera à un club qui va se monter dans une ville et qui sera le club de trop, je pense que pour moi, on a 5-6 bonnes années devant nous avant que ça arrive. Et du coup, pour conclure, c'est quoi le conseil que vous donneriez aux dirigeants de clubs de paddle qui cherchent à se développer? Si je dois leur donner un conseil, c'est de ne pas se diluer à proposer plusieurs services dans leur club, c'est de se concentrer que sur un service qui est la location de terrain. Une fois que tu loues tes terrains de 9h à 23h du lundi au dimanche, à ce moment-là, si tu as envie de te faire plaisir à monter un resto, un magasin ou autre, fais-le. Mais reste concentré sur le cœur de métier qui est remplir tes terrains.